Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 5. Je suis David Honora et c'est un grand plaisir de vous retrouver une fois de plus en direct du Festival de Cannes. Aujourd'hui, on a deux gros morceaux au programme avec sans doute deux des films les plus attendus de cette édition 2019. Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et Parasite de Bong Joon-ho. Les deux films étaient projetés le même jour et on va prendre le temps d'en parler dans cette émission sans spoiler parce que les deux cinéastes nous ont expressément demandé de garder au maximum la surprise pour les spectateurs. Avec moi pour parler de tout ça, j'ai une fine équipe avec Anaïs Bordas. Salut Anaïs. Salut. Arnaud Bordas aussi qui rongeait son frein depuis le début et qui est enfin parmi nous. On te retrouvera aussi pour une émission spéciale marché du film avec pas mal de petites infos et puis une interview du directeur du marché. Tout à fait, qu'on a fait avec Perrine avant-hier, je crois. Qui sera disponible bientôt, le temps qu'on enregistre et qu'on monte l'ensemble de l'émission. Et puis donc avec moi fidèle au poste depuis le début, Perrine Kenson qui aujourd'hui a prévu de nous parler de la violence à Cannes. D'ailleurs elle a un gros bleu sur le bras, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, j'ai une question. Qu'est-ce que la violence ? Il y a plein de réponses possibles à cette question et l'une d'entre elles est sûrement aller voir un film de Quentin Tarantino à Cannes. Ce serait un euphémisme que de dire que Once Upon a Time in Hollywood était attendu. La folie s'est emparée des festivaliers dès l'annonce de sa présence en compétition. Et cela donne des scènes complètement dingos, comme voir des êtres humains, peu importe leur couleur de badge, car oui, il y a une hiérarchie des couleurs chez les journalistes à Cannes. En tout cas, faire la queue sous le soleil mais pas sous la pluie, ça aurait été pareil de toute façon, jusqu'à 3 heures avant la séance pour être sûr de rentrer. C'est de la violence psychologique. Les roses pastilles toisant avec dédain les roses et le reste du monde, les roses lançant des regards de pitié aux bleus et ainsi de suite sur la chaîne alimentaire locale. Mais quand au bout de ces 100 ans d'attente ressentie, il y a du mouvement, ça donne ça. Et puis ensuite, on passe à la violence physique. Ceux qui ont tenté, les malheureux, de gruger en se mettant dans une file plus prioritaire que la leur se sont fait jeter avec perte et fracas sous les huées des autres. Tout le monde se bouscule, les menaces fusent à cause de la peur de perdre 1 centimètre carré de la place dans la file ou parce que quelqu'un a tenté un tout pour le tout de la gruge. Une tentative d'ailleurs régulièrement infructueuse et potentiellement douloureuse, n'essayez pas ça chez vous. Ça s'est mal passé pour eux. Un kidam en fauteuil roulant, qui n'avait même rien à voir avec Tousdawa, qui était un pauvre gars qui passait, a même dû être escorté sur le tapis rouge par la sécurité parce que les journalistes avaient bloqué la rue. C'était vraiment, ils l'avaient empêché de passer, c'était n'importe quoi. La folie, moi je vous dis. Mais on vous dira tout à l'heure, en tout cas si ça valait le coup, que tout le monde pète un câble de cette façon-là. En attendant, je vais vous mettre ce qui me semble être l'hymne cannois pour ces derniers jours de quinzaine, chanté par des gens un peu saouls mais contents d'être là un soir sur une terrasse à l'occasion des 70 ans d'Unifrance. Allez, nos passaran les gens. Merci Perrine. Et du coup, on peut rentrer directement dans le vif du sujet pour parler de Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. C'est son 9e film. Ça se passe à Los Angeles en 1969 et on suit Rick Dalton, joué par Leo DiCaprio, un acteur de télévision un peu sur le retour. Et sa doublure cascade / homme à tout faire, incarné par Brad Pitt. Et donc ce Rick Dalton, qui est en train de réfléchir un peu à comment il va gérer sa carrière, il se trouve que c'est le voisin d'une certaine Sharon Tate, la compagne à l'époque de Roman Polanski, qui en 1969 a été sauvagement assassiné par la secte de Charles Manson. Voilà, tout un programme et Tarantino part de cette histoire, de cette époque surtout, pour faire un film. Et de ce film, qu'est-ce que t'en as pensé, Anaïs ? Alors moi, c'est vraiment une réaction à chaud puisque je viens de le voir à l'instant, mais je suis assez partagée.
Est-ce que le film a un message assez intéressant sur comment on raconte une histoire et qu'est-ce qu'on a envie de montrer? Oui, très clairement. Et d'ailleurs, le titre Once Upon a Time in Hollywood est plutôt à propos. Est-ce que j'ai apprécié chaque minute de ce film et est-ce que je me suis vraiment sentie divertie et stimulée? Pas vraiment. J'ai trouvé que qu'il me manquait quelque chose. J'ai eu l'impression que Tarantino était un peu plus méditatif sur ce film-là que sur ses précédents. Il y a un peu moins d'éclat. Et ça peut être appréciable et ça peut peut-être annoncer une nouvelle ère dans la filmo de Tarantino, même si c'est pas totalement en rupture puisqu'il repart sur une histoire vraie comme il en a l'habitude. Mais pas vraiment l'habitude, mais qu'il l'a déjà fait. Ouais, enfin en tout cas qu'il revisite une période de l'histoire à sa sauce. Mais voilà, j'ai trouvé que le ton était assez différent de ses films précédents. Donc il y a un réajustement à faire en regardant ce film. Et voilà, donc moi je suis un petit peu déçue et je trouve que les débats que le film va lancer et qu'on peut pas vraiment trop lancer ici sans spoiler seront peut-être plus intéressants que le film lui-même, qui m'a qu'à moitié plu. Oui, a priori, on aura l'occasion de refaire une émission de nos ciné spéciales sur le film au moment de la sortie, même si ça sera au mois d'août, donc pas encore évident, mais voilà, une émission où on ira dans le détail avec du spoil, chose on s'empêche de faire aujourd'hui avec Anne. Arnaud, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Écoute, moi alors il y a des choses magnifiques dedans. Alors moi je précise quand même déjà que normalement j'adore tous les films de Tarantino, et que c'est la première fois où je suis un petit peu déçu, pour pas dire un peu plus qu'un petit peu quand même quoi. Mais parce que globalement, en gros, ça illustre le thème que Tarantino avait déjà illustré par le passé, sur la lutte, on va dire, entre la réalité et la fiction. Ouais. C'est un thème ça qu'il travaille et qu'il avait déjà bien illustré dans Inglourious Basterds. Et quand je parle de réalité, je parle d'histoire vraiment, quoi, mais d'histoire au sens d'événements avérés, quoi. Et alors on va dire qu'on a deux stories qui illustrent ça à l'intérieur du film. On a d'un côté les deux personnages de fiction joués par DiCaprio et Brad Pitt, qui sont superbes. Hein. C'est tous les deux acteurs, c'est deux de leurs ça fait partie de leur meilleure prestation, je trouve. Ils ont deux beaux personnages à défendre. DiCaprio est très émouvant. Brad Pitt est au summum de la cool attitude, quoi, voire même de la badass attitude. Et donc ils sont vraiment très très bien. Mais le problème, c'est qu'en fait, ils se taillent la part du lion. C'est-à-dire, c'est eux vraiment qui occupent la scène, même des fois dans des scènes très longues de film dans le film, de western, de série B qui sont en train de tourner. Et où ça s'étire. Et du coup, la deuxième histoire, l'histoire là avec un grand H, c'est-à-dire l'histoire de Sharon Tate, de Roman Polanski, de Charles Manson, et puis de tous les gens qui ont gravité autour de cette histoire-là. On croise Steve McQueen, Bruce Lee, tous ces gens-là, et qui, chaque personnage, évidemment, nourrit cette histoire-là. Mais finalement, cette partie de l'histoire, elle est quand même au second plan. Et le problème, sans spoiler, le gros problème que j'ai, c'est qu'au final, ça connecte pas vraiment, si ce n'est dans les dernières secondes du film. On a l'impression que cette histoire de Polanski, Manson et compagnie est une sorte d'arrière-fond qui est censé à la base illustrer un propos, encore une fois, mais qui est tellement peu, qui ressort tellement peu par rapport à l'histoire fictive des deux personnages de DiCaprio et Pitt, que du coup, ça finit par créer une sorte de déséquilibre, d'où à certains moments de l'ennui, d'où à certains moments des impasses narratives. Ça m'a étonné, parce qu'en général, Tarantino, c'est quelqu'un qui pense énormément ce qu'il écrit, quoi, les personnages qu'il écrit, les actions qu'ils font et ce que ça provoque dans l'intrigue. Et là, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des impasses comme ça narratives. Alors, je peux pas développer non plus, quoi, mais on reparlerait très certainement au moment de la sortie du film. Mais voilà, quoi. Donc, alors, ça n'empêche pas, encore une fois, qu'il y a des grands morceaux. Il y a 2-3 grands morceaux de bravoure, hein, à la Tarantino. Même si c'est vrai que ça reste effectivement, comme disait Anaïs, un film qui est un peu plus, je sais pas, tu disais contemplatif, mais un peu plus méditatif.
méditatif, un peu plus calme, un peu limite triste, quoi. Je trouve il a l'air un peu fatigué, un peu. Et après, ça peut. Triste, je sais pas, parce que c'est quand même mélancolie. C'est quand même un peu positif, quoi. Mais moi, ça, on le disait hors antenne, je serais peut-être plus d'accord avec le terme en fait personnel, quoi. Voilà, c'est vrai que il parle pendant 2h30 de cette époque qu'il a aimée, des fin des années 60, début des années 70, qui est l'époque de son enfance. Et il parle de cette époque, on le voit avec un amour, que ça soit représenté de manière visuelle ou dialoguée ou dans les personnages, c'est imparable, quoi. Ça, c'est Perrine qui disait hors antenne que c'était sans doute son film le plus personnel. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Oui, parce que je comprends la sensation, surtout toi, Anaïs, qui vient d'en sortir, la sensation de semi-déception. C'est-à-dire que moi, quand je suis sortie, j'étais pas déçue, mais j'étais déconcertée. Je me suis dit, qu'est-ce que je viens de voir ? C'est pas ça que c'était pas le film que je m'attendais à voir, pas du tout. Et après, en laissant décanter un tout petit peu, enfin un certain temps du moins quand même, je me suis dit. T'as dormi dessus ? Non, oui, alors j'ai dormi dessus, mais j'étais obsédée par essayer de comprendre ce que j'avais vu. Et en fait, je trouve ça particulièrement grandiose. C'est vraiment un film, donc pour moi, ultra mélancolique, ultra personnel, puisqu'il est en effet en train de raconter cette période de l'histoire du cinéma, cette période où la télé a repris ce qui ne se faisait plus au cinéma, le western, tant que c'était parti en Italie avec les western spaghetti, et le western américain était en train de vivre ces dernières, enfin à ce moment-là en tout cas, à la télévision. C'est comment il filme cette industrie à ce moment-là qui est en plein changement, juste avant l'arrivée vraiment du nouvel Hollywood, et il le filme avec une espèce de tristesse parce que lui finalement ce qu'il préfère c'est cette période-là et pas du tout la période du nouvel Hollywood, et l'idée qu'ils veulent continuer à la faire vivre en fait jusqu'au bout, à s'imaginer une sorte d'autres futurs où elle continuerait cette réalité-là. Moi je trouve ça très beau, c'est une sorte de déclaration d'amour. Il l'a toujours plus ou moins abordé dans ses films, cette période-là, sans jamais vraiment la toucher totalement, et là il est vraiment dessus. Je trouve que c'est un film qui est ultra dense, très très dense en termes de contenu, en termes d'intérêt. Ce qu'il fait de Sharon Tate, en fait, moi ce que je m'attendais à voir, c'était un film justement sur Sharon Tate, sur cet affreux meurtre de Sharon Tate par la famille de Manson. Et en fait, c'est pas ce qu'il a envie de raconter, ça ne l'intéresse pas, c'est pas ça qu'il a envie de raconter. Il fait quelque chose de très beau pour le personnage de Sharon Tate, mais c'est pas ce qu'il a envie de raconter, l'histoire de Sharon Tate. Il raconte une époque, et le meurtre de Sharon Tate, c'était la fin d'une époque, c'était ce contexte-là. Et en fait, finalement, c'est pour ça au début, je me dis, elle est quand même pas très bien traitée, cette pauvre Sharon, on la voit pas beaucoup, alors qu'elle a une scène sublime dans le film. Elle a une scène sublime où elle se regarde jouer à l'écran, et elle regarde la vraie Sharon Tate d'ailleurs, et c'est vraiment très très beau. Qui est très dilaté dans le film d'ailleurs, parce que je me rappelle qu'elle sort du cinéma dans une scène de montage 1 heure après y être entrée, mais 1 heure dans le film. Oui. 1 heure sur les 3 heures de métrage, sur les 2h40 quoi. Mais après, je trouve que voilà, il aussi ce qu'il dit sur ce métier-là, une espèce de solitude de ces personnages-là, que ce soit celui de DiCaprio qui est un acteur en fin de carrière, sa carrière est en train de décliner violemment. C'est pareil, la bromance avec Brad Pitt qui est magnifique, mais qui est aussi en train de s'éteindre au fur et à mesure. Et ce personnage de Sharon Tate qui finalement est en effet en arrière-plan. Et finalement, dans les derniers films de Tarantino, ce qui marquait très fort, c'était les grands méchants. Genre le grand méchant d'Inglourious Basterds, le grand méchant de Django Unchained. Dans Hateful Eight, c'est encore autre chose, c'est que des méchants de toute façon. Mais voilà, on n'était plus sur cette. Et là, je trouve que c'est son film presque le plus hollywoodien, dans le sens où il n'y a pas de méchant. Le méchant, c'est la fin d'un système, finalement, c'est la fin d'un monde. Et on nous raconte l'histoire d'un mec qui a toujours été le héros, puisque c'était le héros des films, c'était le héros des westerns, maintenant qu'il ne joue plus que les méchants, qui aimerait redevenir le héros, et par l'histoire qu'il nous raconte, à la fin, pour nous spectateurs, il redevient ce héros. Mais juste pour nous. Et ça, je trouve que c'est d'une poésie sans nom. Moi, il m'a, sincèrement, plus j'y pense, plus je trouve le film absolument sublime. Il y a des longueurs, bon Dieu qu'il y a des longueurs, et sur les parties western, elles sont un petit peu longuettes. De film dans le film. Mais en même temps, je me dis, voilà, c'est un montage, je pense que ce montage va être refait, en réalité, un peu retouché pour raccourcir. Moi, je te rejoins pas mal, et en fait, j'ai été pris par 2 sentiments contradictoires, c'est-à-dire qu'à la fois, quand j'ai entendu parler du projet il y a à peu près 2 ans, et connaissant Tarantino, à la fois c'est une évidence que c'est ce film qu'il devait faire, et en même temps il y a quelque chose de très déroutant, notamment dans la structure générale du film et dans l'aspect de dilatation du temps dont tu parlais, Arnaud. Effectivement, en fait, le film est composé de 2 heures quasiment
qui raconte 2 jours dans la vie d'Hollywood de cette époque. Puis il y a une ellipse et ensuite une journée est racontée. Et du coup, le temps est extrêmement dilaté et on est sur un film qui, en tout cas dans toute sa première partie, est vraiment de l'ordre de la chronique. C'est un film très fétichiste et très nostalgique sur effectivement ce qui pour Tarantino est l'âge d'or d'Hollywood. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une époque qu'il a on ne peut plus étudier. À la fois, il y a ses souvenirs d'enfance et à la fois, il y a le fait qu'il a fait notamment une masterclass à Lyon que je crois qu'on peut retrouver sur Internet où il a expliqué qu'il a passé, je crois, 1 ou 2 ans à regarder tous les films qui étaient sortis en 1970. Donc, les films qui sont sortis en 1970, c'est ceux qui ont été tournés pendant l'année 1969. Et tout le film réussit à retranscrire l'émotion et l'ambiance de cette époque. Et moi, j'ai été très dérouté. Alors, en fait, j'ai vu le film 2 fois. Je l'ai vu une première fois. Le prétentieux, tu sais. Non, mais en fait, j'ai été extrêmement dérouté à la première vision parce que l'analogie que j'ai l'impression d'avoir vu un feu d'artifice, d'avoir commencé à m'emballer vers la fin en me disant waouh, vu ce que je viens de voir, le bouquet final va être extraordinaire. Et de me rendre compte, ah maintenant en fait c'est fini, et du coup c'est le bouquet final il vient de passer et j'en ai pas assez profité parce que je croyais qu'il y avait quelque chose après. Et donc cette frustration d'avoir l'impression qu'il manque un acte, ça m'a un peu travaillé. Comme toi, j'ai dormi sur le film entre temps, j'ai passé une nuit et il a commencé à me travailler et j'ai commencé à voir des choses un peu dans l'aspect mélancolique qui m'intéressait, et je suis retourné le voir du coup le lendemain. Et je me suis beaucoup plus laissé porter par l'aspect chronique et j'ai davantage profité en fait de cette ambiance. Une fois qu'on sait ce que c'est plus. Moi, j'ai très envie de le revoir pour ça, parce que maintenant que je sais ce que je sais sur le film, je pense que la deuxième vision pour moi sera beaucoup plus. Et malgré tout, je pense que le problème des longueurs il reste là parce que finalement l'ampleur et le niveau de dilatation de la première partie. Quelque part, t'annonce quelque chose de plus gros que ce qui est réellement la suite du film. Et du coup, tu restes vraiment sur ta fin. Plus on se rapproche du final et plus il fait monter la sauce avec un décompte temporel, enfin une pendule, décrire les actions des gens, tout ça. Bon, bref. Mais vas-y. Ouais. Non, vas-y. Non, le truc, par contre, juste, moi, j'étais pas trop d'accord avec toi, Perrine, c'était sur le côté qu'il aimait pas trop le nouvel Hollywood, il me semble, t'as dit. Parce que, non, moi, en fait, de tout ce que j'ai entendu, c'est pas, il a jamais dressé une période contre l'autre, hein. Non, c'est pas ça, mais je pense qu'il préfère cette zone-là du cinéma. Moi, je pense pas, parce que d'ailleurs, le film est innervé de références, hein. Mais il y a que ça. Brad Pitt, il vide ses boîtes comme le détective du Altman, là, le privé, là, les boîtes moi, c'est quasiment un film d'Altman, t'as la musique du lauréat, la chanson, la Mrs. Robinson, qui est très bien employée d'ailleurs, parce que il y a aussi un truc dans le film qui court, je trouve, c'est l'amour de Tarantino, on l'a dit, pour cette époque, mais aussi sur son côté libertaire de cette époque. Et sans doute par rapport comparé il y a une résonance avec notre époque. Le fait que sur une scène où t'as un homme de 40 ans, 50 ans qui mate une gamine de 15 ans ou 18 ans, Eddie Cala, qui passe la route et qu'il utilise Mrs. Robinson à ce moment-là, avec un ralenti, qui est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon séduit par une femme mûre. Je pense qu'il y a c'est pas innocent, enfin c'est jamais innocent ces choix-là. Et d'ailleurs, je voulais juste dire un truc sur Mrs. Robinson, c'est que, enfin sur le lauréat, c'est que moi c'est un truc qui, par une citation dans le film, me le rapproche de ce que je considère après réflexion le film le plus proche de Once Upon a Time, c'est à mon sens Jackie Brown. Jackie Brown qui cite le même mur au générique, qui fait le même générique de début que le lauréat. Et en fait, on retrouve ce mur qui est dans l'aéroport. Tout à fait. Et à un moment, voilà, il rappelle, il prend à rebours. Il prend dans l'autre sens que Pam Grier. Mais il s'autocite pendant tout le film. Hein, c'est ça qui est. En fait, c'est un film très personnel. Et pourquoi je trouve que ces films se ressemblent, c'est qu'il y a une même gestion du temps. Il y a le même type de narration sur la fin, avec un décompte avec en plus de la voix off qui détaille un certain nombre d'événements un petit peu concomitants. Et aussi, Jackie Brown, c'est
parmi les films de Tarantino, le film qui est le plus intéressant à la revoyure, en fait. C'est-à-dire que c'est un film où tu passes du temps avec les personnages. Mais tu vois, tu parles de voix off. Moi, ça m'a surpris aussi, ça, puisque je l'ai vu 2 fois comme toi, à la revoyure. T'as la voix off, elle commence à peu près 3/4 d'heure de la fin. Ah oui. Et en fait, elle commence au même moment y en a au début où il y a aussi. cette coupure temporelle, en fait. Mais on l'entend une fois. Ouais, il y a un fondu au noir d'ailleurs, et puis la voix off commence. Mais en fait, on l'entend une fois et au début du film, quand DiCaprio rencontre Pacino, exactement. Et que là, la voix dit bullshit. Et il y a un insert avec où il raconte la vérité, quoi. Et c'est bizarre parce que cette voix off, on ne la réentend plus avant le grand final, où là, bon, elle a sa logique interne. Et avant, il y a juste ce petit pop là, qui apparaît, quoi. Donc, je sais pas, moi, je suis assez persuadé, comme toi, qu'on risque, je pense, d'avoir un nouveau montage en août, quoi. Mais tu parlais de l'aspect libertaire, justement. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il nous explique que c'est 69, c'est la fin du Summer of Love, en fait. C'est la fin de 68, c'est la fin de tout ça. Et que justement, ce qui était libertaire, la fleur dans les cheveux, d'un seul coup devient quelque chose de dangereux. Et j'aime bien aussi ce qu'il est en train de raconter. En fait, il est tellement crépusculaire dans ce film que moi, ça m'a profondément ému. Et en même temps, il est crépusculaire, mais il essaye de dire je veux continuer à faire vivre ça le plus longtemps possible, et parce que le nombre de références qu'il y a dans ce film, mon Dieu, il y en a, faut être quand même assez cinéphile pour vraiment toutes les repérer, et puis alors cinéphile vraiment d'une certaine période quand même, et en même temps il a l'air de dire si ça avait continué, je l'aurais fait moi aussi, quoi. Et je trouve que c'est très très beau. Il y a tellement une déclaration d'amour à sa ville et à cette période, tout en disant je sais, je suis conscient, ça s'arrête. Et en effet, il y a plein de résonances actuelles. Il y a plein de résonances. Ce qu'il raconte sur la télé, c'est ce qu'on pourrait raconter sur les plateformes maintenant. Sur la moralisation de la violence, parce que ça, c'est son grand dada aussi, quoi. C'est ce qu'on lui a toujours reproché. Le discours, alors je spoil pas, mais l'un des personnages à la fin, des personnages importants, qui dit on va se mettre à tuer les gens qui nous ont appris la violence, les stars qui nous ont, avec les films desquels on a grandi, les séries télé, de ça, ils nous ont appris la violence. On va les tuer pour leur faire payer ça. Ça, c'est quelque chose. Enfin, il a été confronté à chacun de ses films. À cette sorte de puritanisme, on lui dit comment ça se fait, c'est trop violent, machin bidule, et là c'est une réponse quand même, je pense, assez caractéristique. Oui. Et qui n'est pas trop lourde non plus. Enfin, non. Il parle beaucoup de lui. Ouais, moi ce que je trouve dommage, ce que tu disais, Perrine, sur cette époque, c'est que effectivement, je sentais qu'il y avait cette mélancolie par rapport à l'époque qu'il décrit, mais je pouvais pas m'empêcher de penser à d'autres œuvres qui ont aussi eu ce discours-là, et notamment, je parlais tout à l'heure de Helter Skelter, le livre qui a été écrit sur l'affaire Manson par le procureur de l'époque, qui en fait place vraiment un peu le décor dans les premières centaines de pages, avec un Los Angeles qui est un peu poisseux, qui est un peu triste, où en fait les hippies c'est juste des drogués sales qui errent dans la rue. Enfin, il y a vraiment cette espèce d'impression de fin d'époque un peu sale, et en fait l'idée que le Summer of Love il a même pas existé, en fait on est passé des années 50 aux années 70 très très vite. Et Mad Men, pareil, dans les dernières saisons de Mad Men, il y a aussi cette idée que en fait les années 60 c'est un rêve, quoi. Ça n'a pas vraiment existé, les 60s tels qu'on se les représente aujourd'hui. Et c'est deux œuvres moi qui m'habitent beaucoup, auxquelles je pense tout le temps. Et là, dans le film de Tarantino, je trouvais le point de vue moins fort, et je trouvais que cet amour dont vous parlez, il a pas réussi à me le communiquer, quoi, parce que comme ces scènes de film dans le film, elles sont longues, elles sont pas hyper fascinantes, honnêtement, du coup, moi, je ressentais pas l'amour qu'il avait pour toutes ces œuvres de fiction. J'ai l'impression qu'il a pas réussi à me le communiquer, et je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Et effectivement, c'est donc un film très personnel, mais où, du coup, moi, je m'en suis sentie un peu exclue, où je suis pas rentrée dans cette espèce d'amour hyper profond qu'on voit, mais que moi, j'ai pas ressenti. Il y a un truc, c'est que globalement, enfin, tous les films de Tarantino, et si on est plusieurs à être un petit peu mitigés ou déçus, c'est aussi que tous ces films ont un côté immédiatement jouissif qui n'a pas du tout ce film. Qui n'est pas ce film. Oh, il y a quand même quelques passages. Même il y a des moments jouissifs. Il y en a des moments. Moi, quand sur l'ensemble, c'est pas le cas. Oui, mais je pense que les débats qu'il va provoquer, et même là, cette discussion, je la trouve vraiment beaucoup plus intéressante avec les petits fils qu'il a à tirer que pendant ces 2h30 ou 40, où je trouve qu'il y a des longueurs, tout ça, mais je trouve que il a l'avantage de poser des
des discussions hyper intéressantes. C'est un grand narrateur avant tout, moi je trouve, le Tarantino, et c'est vrai que il y a c'est juste pour un petit peu contrebalancer, même si je suis pas totalement. J'étais pas non plus totalement d'accord avec moi-même. Enfin, je veux dire, j'ai passé un bon moment. Tu vois, par exemple, la manière, moi je trouve très jouissive la manière dont il caractérise Brad Pitt, parce que par exemple, il a une scène de baston, ça c'est pas du spoiler, mais il a une scène de baston avec Bruce Lee au milieu du film, et c'est un personnage fictif encore une fois, Brad Pitt dans le film, il n'a jamais existé. Quelle est la meilleure manière d'iconiser ce personnage, c'est de le confronter à l'un des personnages, une icône du cinéma de l'époque, Bruce Lee, et de lui mettre plus ou moins une tannée, quoi. Et à partir de là, le personnage, on va dire, je vais pas spoiler, mais le personnage, il est prêt pour le final, quoi. Oui, bien sûr. Donc ça c'est du vrai bon Tarantino. Mais on peut pas, c'est dommage, je peux pas évoquer j'avais un autre point en tête, mais là qui évoque directement la fin. Et le personnage il y a d'autres qui est présenté de manière très ambiguë, c'est-à-dire qu'il y a une rumeur selon laquelle il a tué sa femme, et l'ambiguïté est maintenue. C'est-à-dire que alors ça, honnêtement, on sait pas vraiment ce qu'il a fait. C'est difficile de savoir. Mais si c'est une blague, moi j'ai une petite théorie là-dessus. Je parlais tout à l'heure de comment ça s'appelle, du lauréat, de l'utilisation de ce truc du lauréat. Mais le personnage qui dit on va aller les buter et qui dit on va aller buter du porc, cette scène cet aspect dont tu parles, moi je pense qu'il y a en sourdine, c'est pas omniprésent, mais il y a une manière de régler son compte un petit peu avec la culture des social justice warriors à laquelle il a été confronté avec l'affaire Weinstein, sur laquelle il a dû répondre expressément devant les médias. Donc, et effectivement, cette période-là, ça n'est pas la période de Tarantino. Quand on parlait des années 70, de la liberté de penser, de dire ce qu'on voulait, des trucs comme ça, c'est à ça qu'il est très attaché dans les années 70, et c'est ça qui, je pense, les choses sur lesquelles il est beaucoup plus circonspect à l'heure actuelle dans la société. Après, les porcs, c'est le vocabulaire qui était utilisé par la famille Manson, donc c'est pas, je pense que c'est pas forcément une référence directe à Balance ton porc, quoi. C'est dit juste après, non, parce que c'est un truc qui a filtré dans le monde anglo-saxon, le terme de porc à ce moment-là de l'histoire. Mais c'est un truc qui est mis juste après la scène où les personnages que disaient, il dit on va aller tuer les gens qui nous ont appris la violence, qui se comportent comme une sorte de meute ensemble, qui fonctionnent ensemble, et plus les autres allusions donc dont on vient de parler. Et d'ailleurs, il y a justement, et on va finir là-dessus sur ce film, c'est que c'est le premier film de Tarantino post-Weinstein qui du coup, y compris sur le montage final, n'est pas concerté avec Weinstein, et donc voilà, c'est aussi rentrer à ce niveau-là dans une nouvelle ère. Perrine, tu avais un dernier truc à dire. Truc, parce que j'ai juste une question, peut-être me répondre. Est-ce que David Heyman avait produit aussi Hateful Eight ou pas? J'ai pas Parce que je ne crois pas, et si c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble, et en fait je trouve que la mélancolie et le côté très personnel du film peut aussi venir en partie du producteur David Heyman, qui est le producteur accessoirement de Paddington, et qui est un chef-d'œuvre. Vous ne m'enlèverez pas, que Paddington est un chef-d'œuvre, et qui a cette capacité justement à aller dans le personnel et dans le mélancolique, qui à mon avis peut avoir pas du tout totalement influencé Tarantino, il fait ce qu'il veut, hein. Mais potentiellement ce nouveau partenariat avec un nouveau producteur peut amener quelque chose, surtout quelqu'un comme David Heyman qui est très puissant. Et c'est vrai que c'est une bascule importante dans sa filmographie, comme il y avait eu à l'époque après la mort de sa monteuse Sally Menke, le moment où il change, la première fois c'est pour Django Unchained, je crois, de monteur. Voilà, c'est dans sa filmo et on sait que Tarantino tient beaucoup à l'équilibre, à la cohérence générale de son œuvre. C'est un tournant. Par contre, il y a toujours Robert Richardson à la photo. Ouais, et elle est magnifique. Elle est très belle. Ouais. Mais c'est une œuvre transitoire, du coup, donc vivement les prochaines pour voir. Après, normalement, il en reste plus qu'une après. Hein. Donc, oui, techniquement, il en reste plus qu'une. J'ai vu qu'il l'a encore confirmé récemment. Je pense que. Alors, moi, j'espère juste que ça va pas être Star Trek, parce que terminer sur Star Trek, c'est quand même un problème. J'ai envie de chialer. Alors, on enchaîne parce qu'on est déjà à presque une demi-heure d'émission, et on doit parler quand même d'un film qu'on a plutôt bien aimé, c'est Parasite de Bong Joon-ho, qui était présenté donc le même jour que le film de Tarantino. C'est une histoire de famille, une famille une famille plutôt sans le sou, qui vit dans le sous-sol d'un immeuble, et qui va
progressivement s'infiltrer dans une famille coréenne extrêmement riche. C'est le retour de Bong Joon-ho en Corée. C'est une fois de plus un film avec son acteur fétiche Song Kang-ho, qui là cette fois est entouré d'acteurs plutôt débutants. Enfin, les autres membres de la famille, on les a pas trop vus au cinéma. Et c'est un film qui nous a tous extrêmement enthousiasmés et qui, là, dans les échos, est devenu favori pour la Palme. Perrine, qu'est-ce que tu as pensé du film ? C'est vrai que c'était un peu le cadeau hier soir, back-to-back, d'avoir 2 films pareils. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même un gros cadeau. Mais non, le Bong Joon-ho, c'est une claque. En fait, je crois que... C'est une claque tout en étant dans la continuité de ce qu'il a fait. C'est-à-dire que je n'apprends rien à personne autour de cette table. Bong Joon-ho, c'est un très très grand metteur en scène, un immense metteur en scène. C'est un immense conteur d'histoires qui utilise toujours le prisme du genre pour raconter ses histoires, mais en même temps qui essaie de se diversifier et en même temps utilise ce genre-là pour parler de la société et des problèmes que la société rencontre, des problèmes de classe sociale, mais ça peut être aussi des problèmes plus comme Okja, où c'était plus le côté alimentaire, enfin écologique, j'ai envie de dire. On était plus là-dessus. Mais c'est quand même quelqu'un qui va toujours utiliser ce prisme-là, donc on est clairement dans la lignée de ce qu'il a toujours fait. Mais là, par exemple, je pense à Transpersonnage, où on avait cette espèce d'horizontalité, puisque c'était d'un wagon à l'autre, on évoluait dans les classes sociales. Tout au fond, c'était le bas prolétariat pour aller vers les classes riches qui étaient devant du train. Là, on n'est que dans la verticalité. C'est-à-dire qu'on nous explique qu'il y a le sous-sol, c'est là où il y a cette famille, ils sont en sous-sol, là où on risque les inondations, là où on risque le danger assez souvent, où on est plus bas que les gens qui marchent. Et puis on a cette famille riche qui, elle, est au-dessus. Et pour elle, par exemple, quand la pluie tombe, c'est génial. Donc il y a vraiment toute une réflection sur comment tout s'infiltre, tout va vers le bas ou remonte vers le haut quand ça déborde. La pisse, les insecticides. Voilà, mais moi je trouve qu'on a... oui, pour moi, là, pour l'instant, c'est la Palme. Je vois pas qu'un film qui a pu aborder avec une telle intelligence un vrai problème social. Encore une fois, je t'ai dit dans d'autres émissions que les films se répondaient. Là, clairement, quand on voit ce film-là, on pense autant au Ken Loach, c'est une réponse au Ken Loach. C'est la même histoire, mais traitée pas du tout de la même manière. Et au Lajli, où on nous explique que ça déborde. Au bout d'un moment donné, ça déborde et ça va tout casser. Et il le fait avec une puissance, un rythme, une maestria de mise en scène qui, moi, m'a juste cassé la figure, en fait. Ça m'a juste cassé la figure. La violence, décidément, la violence, ça me casse thématique. Ah oui, c'est pour ça, la violence. Est-ce que ça t'a aussi cassé la figure, Arnaud ? Je trouve ça magnifique. Moi, je dirais pas ce que c'est évidemment, mais le plan final m'a totalement. On en parlait tout à l'heure, hein, mais même si je trouve qu'il est d'une cohérence imparable, quoi. Mais justement, c'est parce qu'il est d'une cohérence imparable qu'il est sciant, quoi. Donc oui, c'est un très grand film sur l'époque dans laquelle on vit, je pense. En tout cas, c'est ce qu'a voulu faire Bong Joon-ho, à mon avis. Je pense que son film le plus proche, que ça soit thématiquement ou surtout visuellement, c'est son tout premier film. C'est pour ça que je pense que c'est un film important. Qui lui, il ne l'aime pas, hein, son premier film, quoi. Mais c'est quand même un film intéressant. Barking Dogs. Barking Dogs Never Bite. Oui, c'est sorti en DVD en France sous le titre Barking Dogs. Ouais. Et c'est dispo en DVD, donc si vous pouvez le voir, pas en Blu-ray, mais en DVD. Et c'est pareil, en fait, c'est un truc alors qui se passe dans un immeuble. Il y a beaucoup de scènes dans les sous-sols de l'immeuble avec quelqu'un qui habite là aussi. Donc il y a vraiment des résonances comme ça, et dans l'univers visuel, évidemment, forcément, on retrouve beaucoup de parallèles. Mais avec, c'est vrai ce que disait Perrine, circonscrit à l'échelle d'une villa, on va dire une villa test, hein, qui représente un petit peu la société, et dans laquelle il y a des gens enfermés dans le sous-sol et d'autres effectivement au-dessus qui peuvent circuler aussi parce que eux ils peuvent sortir, ils peuvent voir le temps qu'il fait, alors que les autres sont totalement cloîtrés en dessous. Et ce que je trouve très intéressant, mais bon, comme d'habitude avec Bong Joon-ho aussi, c'est qu'il y a une manière d'aborder. En fait, c'est un sujet forcément très conflictuel. Qui dépeint un petit peu les forces à l'œuvre dans notre monde et qui écrase l'être humain peu à peu. Et pourtant, il arrive à le faire avec une sorte de pluralité de points de vue. On n'est jamais en train de se dire ce sont les gentils pauvres contre les méchants riches. Il y a tout le temps des bascules constantes, mais jusqu'à montrer qu'en fait,
ces deux mêmes faces de la même pièce sont à égalité finalement les esclaves d'un même système, où il y en a un qui écrase l'autre, mais puisque justement celui qui écrase l'autre ne le fait pas forcément sans réaliser qu'il écrase l'autre, sans réaliser qu'en dessous de lui il y a des gens qui vivent, du coup le système n'en est que plus violent parce qu'il est totalement verrouillé, et c'est ça aussi qui est terrible avec le film, je pense, c'est que c'est sans doute son film le plus noir, quoi. C'est un film à la mesure de notre époque, ouais. C'est très très noir, c'est très désespéré, même si c'est fait, et c'est ça aussi la force habituelle des films de Bong Joon-ho, c'est sur un ton très ça bouillonne de vie quand même, quoi. Il y a beaucoup d'humour au début. Oui, il y a de l'humour, voilà, ça bouillonne de vie, il y a beaucoup d'interactions. Il passe en permanence d'un style et d'un genre à l'autre. On est dans la comédie, dans le thriller, dans le home invasion. Anaïs, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est que en fait, ce que je trouve vraiment magistral dans l'écriture de ce film, c'est qu'effectivement, il traverse plein de genres différents. Et donc, il y a la comédie où on rit énormément, comme souvent dans ces films. Il y a beaucoup de passages très drôles, mais il y a aussi carrément de la farce. Parfois, ça va plus loin. Il y a de l'horreur. Il y a du film de braquage, il y a de l'action, il y a vraiment en fait une multitude de genres, et en fait il y a des ruptures de ton constantes mais qui sont hyper bien amenées, et en fait c'est hyper fluide, quoi, et ça me fait penser à Bakura, ou un film dont on a parlé précédemment, qui lui aussi essaye d'opérer une rupture de ton mais qui passe beaucoup moins bien et qui est un peu dur, quoi. Et là en fait il y a une fluidité dans l'histoire, un rythme qui est hyper bien tenu, et où, comme tu disais, on change de point de vue très fréquemment sur les personnages. C'est jamais caricatural, alors que quand on oppose des riches et des pauvres, très souvent on peut tomber là-dedans. Et là en fait il y a une finesse dans l'écriture qui fait que on se laisse juste porter par un film qui est difficile à définir, quoi, parce qu'il y a tellement de choses, c'est tellement riche, il y a tellement de genres, il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de personnages qui sont tous, en fait, ils ont tous droit à leur moment attachant et à leur moment un peu sale aussi, quoi. Et moi c'est ça que je trouve très très beau, c'est la maîtrise totale de son film, quoi. Ouais, en plus, alors, moi, je suis complètement d'accord avec ça, et la grande force, en fait, c'est de ne jamais s'arrêter à une idée ou à un motif de mise en scène ou un type de construction. On va avoir des séquences, extrêmement montées avec de la musique qui raconte en quelques plans une action assez complexe. Et puis, parfois, on va avoir des moments plus en plan séquence. On a des plans larges, des gros plans. Enfin, il utilise vraiment toute la gamme, tout le vocabulaire cinématographique, et avec effectivement une virtuosité, une fluidité qui est... C'est une symphonie, tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est vraiment... On a une symphonie complète, et il utilise vraiment tout l'orchestre. C'est très impressionnant de ce point de vue-là. Du coup, aussi, je trouve qu'on pense à pas mal d'autres films qui, en plus, n'ont pas forcément beaucoup de liens entre les autres, mais j'ai pensé notamment à Locataire de Kim Ki-duk, parce que il y a vraiment un parallèle sur la manière d'être à l'intérieur de l'habitation de quelqu'un d'autre. On pense aussi à Une affaire de famille de Koreeda, qui avait eu la Palme d'Or l'année dernière. C'est la version vénère de Koreeda. Voilà, il y avait une parenté... parce qu'on avait aussi une famille pauvre, alors là c'était au Japon, mais avec des personnages qui vivent de larcin et d'arnaque, etc. Et puis on pense à plein de home invasion, ou récemment Us, qui avait une confrontation entre deux familles. Avec le thème de la dualité. Et puis aussi le thème du sous-sol, qu'on retrouve là. Mais en fait, toutes les références auxquelles on pense sont écrasées par le film. C'est-à-dire que on pense à ça, mais laisse tomber, c'est en 10 fois, 100 fois mieux. Donc c'est complètement grisant, en fait. On se dit, à chaque fois le film part sur une proposition, un concept qui pourrait presque être un concept de comédie française, quoi. Il y a un truc qui est c'est des gens pauvres qui vont se faire engager, qui vont s'incruster chez les riches. Comment ça s'appelait le truc avec Clavier et les gitans là à bras ouverts. À bras ouverts, ouais. On peut penser. C'est ça, c'est le truc qui devait s'appeler S'il vous plaît. Ouais, c'est ça, quelle horreur. Et puis il y a aussi un film, La confiance règne, avec Cécile de France et Vincent Lindon. Oui, d'Étienne Châtilliez, je me rappelle. D'Étienne Châtilliez, où c'est des domestiques qui se font engager pour détrousser les riches. Donc le point de départ, on peut faire des films qui sont pas terribles, voire très nuls, et en fait
une fois qu'on arrive un petit peu au bout de cette idée, il en a une autre. Et après, quand on se dit c'est super, il exploite bien, et en fait c'est encore une autre, et le récit ne s'essouffle jamais, parce qu'à chaque fois il y a quelque chose de plus à aller découvrir. Il y a des mystères, il y a une gestion du découpage de l'ensemble du film qui est hyper impressionnante. Et d'ailleurs le film a été extrêmement bien reçu dès la première projo presse, où il a été ovationné. Parce qu'en plus, on arrive au bout du film, c'est extrêmement satisfaisant, parce pour le coup, on n'a pas l'impression qu'un cinéaste s'est foutu de notre gueule. Il y a une notion de jouissance, en fait, quoi. C'est vraiment, on se régale devant ce film, et même pendant le film, il y avait des applaudissements à plusieurs reprises, parce qu'il y a des scènes d'une pure jouissance, quoi, qui sont vraiment hyper divertissantes. Et en même temps, il y a toujours ce propos social en creux derrière, qui est, plus le film avance, plus il devient dévastateur, en fait, quoi, ce propos. Pardon. Non, vas-y. Parce que tu parlais à chaque fois il rajoute un truc, et c'est vrai qu'il rajoute des couches, en fait, à cette histoire de violence sociale. Ce que je trouve assez fort dans le film, c'est vraiment qu'il va décrire la violence sociale. Il la décrit par des gestes et quelques petits mots parfois, genre le geste de l'odeur. Enfin, l'idée de sentir, c'est horrible comme sensation. C'est la ligne à ne pas franchir. C'est ce truc qui est absolument incroyable. C'est ça qui fait craquer l'un des personnages. C'est ça qui va le faire snapper. Mais il y a cette idée aussi de ça, et le fait qu'on lui dit, on va l'humilier, puis à la fin on lui dit non mais t'es payé, quoi. Et ça, mais l'idée qu'à un moment donné on peut se servir des autres sous prétexte qu'on a de l'argent, on peut littéralement pas sentir l'autre, et qu'à un moment donné. Et c'est là où il se rapproche pour moi du Lajli, c'est qu'à un moment donné, on nous explique que à cette violence sociale qui est impalpable, qui n'est pas visible ou réelle, d'une certaine façon, il la rend visible par le geste de l'odeur, enfin le geste de sentir, mais surtout il explique bien que à ça, la seule réponse possible, c'est la violence physique, en fait. La violence sociale n'a que pour réponse la violence physique. Et je trouve que... ça fait quand même plusieurs films qu'on est en train de nous dire c'est un film de gilets jaunes, en fait. Mais sans mauvais jeu de mots, excusez-moi. Mais c'est un putain de film de gilets jaunes. Non, mais franchement, il y a un truc un peu là-dessus où il y a le ras-le-bol est là, il est réel, il est clair, il est net. Comment on s'en sort si ce n'est en tapant, en fait? Parce que visiblement les mots on les entend pas, le physique on peut même pas vous tolérer. Après Perrine, juste le truc de comment on s'en sort, je pense pas qu'il donne un mode d'emploi. Non, lui non, non, pas du tout. Ah non, c'est plus un constat de comment sont les choses. Comme le Lajli, aucun ne propose une solution, tous font l'état des lieux, ils te disent là on en est là. Le Lajli c'est quand même bien à la française, avec sa petite leçon de morale quand même. Pas du tout. Mais alors la dernière scène, pas du tout. On va pas parler du Lajli trop en détail maintenant, mais voilà. Mais ce que je voulais rajouter, c'est qu'il y a limite une opposition aussi de culture et de civilisation, en fait, dans le film, en plus de l'opposition sociale, où il y a cette espèce de satire sur le fait que la famille de riches est hyper fascinée par les États-Unis, et en fait ils arrêtent pas toujours de faire référence aux Américains. Mais alors ça c'est quelque chose de très coréen, ça. Mais du coup je trouve que ça rajoute une couche encore. C'est parce qu'eux ils s'expriment entre eux en anglais, c'est genre c'est entre l'anglais. On a les riches qui sont très occidentalisés, en fait, et on a les pauvres. C'est un truc il avait déjà abordé le sujet dans The Office, c'est le problème qu'ont certains Sud-Coréens comme Bong Joon-ho, je pense, à être envahis et pas occupés, quoi. Mais envahis, c'est peut-être trop fort, mais où ils ont la présence américaine sur leur sol depuis 50 ans, qui leur dicte leur politique étrangère, qui leur dit comment ils doivent se comporter face aux voisins du Nord. Mais c'est intéressant pour un réalisateur qui revient justement de plusieurs films avec un casting américain notamment, et qui là en fait essaye vraiment de mettre cette opposition-là en place, et c'est assez savoureux, quoi, de les voir tout de suite vouloir embaucher quelqu'un juste parce qu'il dit qu'il a bossé à Chicago, quoi. On avait dit dans la première émission qu'il avait déclaré que c'était un film qui ne pensait pas pouvoir avoir de prix parce qu'il le considérait comme beaucoup trop coréen, mais en fait, en le voyant, on se rend compte à quel point c'est universel et c'est immédiat la compréhension du film. C'est vrai que c'est très coréen. Là, sur le point précis qu'on vient d'aborder, il y en a d'autres, mais après, ça c'est le grand talent. Enfin, comme tous les grands formalistes qui arrivent à... Le cinéma, c'est un langage universel, hein, donc à partir du moment où tu arrives à communiquer avec ça de manière virtuose... Quand tu fais appel à tous les outils, comme tu disais, David, où là il fait appel à une cinéphilie tellement immense et il traverse tellement de genres qu'en fait c'est plus que coréen, quoi. Justement, mais ce dont tu parlais tout à l'heure, les ruptures de ton, moi je trouve ça brillant d'arriver à faire ça, parce qu'il y en a des fois qui pratiquent la rupture de ton et qui, à force de faire ça, finissent par perdre leur objectif, quoi. C'est-à-dire ils se dispersent, et le gars, je pense qu'il a jamais perdu de vue dans son film qu'il allait d'un point A à un point B, et qu'en chemin, il arrête pas de prendre des chemins de traverse, trucs comme ça, et il retrouve toujours le chemin, quoi. C'est prodigieux, quoi.
Alors, normalement, on fait des petites recos dans ce qu'on a vu dans les sélections parallèles en fin d'émission. On s'est pas mal étalé, on a pris le temps de parler de ces 2 films vraiment importants. Du coup, on gardera pour l'émission bilan, qui sera la prochaine et dernière avant le palmarès. Et on va se quitter là-dessus. Merci Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci David. Merci à Solène et Quentin pour la réalisation. Merci à Camille et Juliette pour la prod. Retrouvez-nous jusqu'à la fin du festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.